Question qui revient ces derniers jours, censure ou pas censure. Le Premier ministre est allé sur TF1 hier soir aux 20h pour expliquer ce qui risque d'arriver. Les agences de notation, la crise économique, on est à des niveaux qui sont proches de la Grèce, nous a dit Michel Barnier. Ce que conteste d'ailleurs Marine Le Pen à la sortie de Matignon, qui dit mais pas du tout, on nous parle de troisième guerre mondiale, on dit ça comme on appelle ça au loup, alors qu'en réalité, je préférerais, ce qui va se faire, c'est qu'on va appliquer le budget de 2024 que je préfère, parce qu'il est meilleur, disait Marine Le Pen, que le budget 2025. C'était au tour d'Antoine Armand, le ministre de l'économie cet après-midi, d'aller au Sénat et de détailler ce que risque de se produire en cas de censure. Censurer aujourd'hui le gouvernement, ce serait affaiblir le pays. Bien au-delà de la question politique du soutien à ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que laisser une France sans budget, c'est envoyer un message d'irresponsabilité politique dans un monde où ne pas avoir de budget, ça a un impact très concret, quotidien, sur les Français, sur les entreprises, sur les taux d'intérêt, sur l'épargne, sur la vie quotidienne des Français. Quelles entreprises investiraient dans une nation qui n'a pas de budget ? Quel ménage se lancerait dans un projet immobilier ou dans un projet de vie sans connaître les taux d'intérêt ? Est-ce qu'on n'est pas en train de changer de voie ? C'est comme s'il y avait une erreur d'aiguillage. Au lieu de se dire, finalement, il faut quand même qu'on passe à autre chose et qu'on adopte ce budget, il y a deux camps qui s'entremêlent et il y a un camp qui dit mais non, vous inquiétez pas, de toute façon on censurera, ça sera pareil, et d'autres qui disent non, il faut qu'on continue sur cette voie-là. Georges Fenech. Écoutez, moi ce qui me surprend beaucoup dans notre pays, ça ne devrait plus l'être une surprise pour moi, c'est que on dramatise toujours tout. Dans les autres pays européens, il y a des dissolutions, il y a des présidents qui se retirent, il y a des référendums, il y a une vie démocratique qui n'est pas traumatisante. Voyez-vous ? Et je crois qu'une démocratie, ça a besoin comme ça de moments de vérité, de moments de rupture pour repartir. Et là, on est en train d'utiliser des moyens, je dirais, des moyens homéopathiques sur un budget qui est fait de briques et de brocs avec une majorité qui n'en est pas une, avec un Premier ministre qui a la meilleure des bonnes volontés, le meilleur conciliateur, médiateur, tout ce qu'on voudra, avec toutes ces qualités de Michel Barnier qui sont réelles, que je connais, mais pour autant, on est dans une situation qui est bloquée. Alors, dédramatisons cette affaire. S'il y a effectivement un blocage, il y a aussi une solution à ce blocage. Et la solution, tout le monde la connaît. Je sais que nous ne partageons pas le même avis, Pierre. Mais pour moi, la seule et vraie solution, c'est de rebattre les cartes complètement et de refaire des élections présidentielles. Car le président a été désavoué à 3 reprises par le peuple. Il a certes la légalité de sa fonction, mais il n'a plus la légitimité au sens populaire du terme. On ne veut plus de cette politique-là, en même temps, qui a montré ses limites et ses échecs. Donc, l'intérêt, c'est pas de savoir que va devenir le président, monsieur Emmanuel Macron. L'intérêt pour moi, c'est l'avenir de la France. Bien sûr, mais je pense que pas qu'on est pas l'avenir de la France passe par redonner la parole au peuple. J'ai jamais dit que je ne souhaitais pas ça. Vous pensez, vous, qu'il va se maintenir jusqu'en 2027 ? Je pense qu'il se maintiendra. Ça n'est pas possible. Je pense que cette destitution n'arrivera pas. Mais il ne s'agit pas de destitution, il s'agit aujourd'hui d'une démission. Comment ? Parce que il y a 2 couloirs de nage. Il y a ceux qui veulent la destitution, et notamment les insoumis, et puis il y a ceux qui souhaitent la démission ou pousser le président à la démission. Bon, alors vous rêvez donc, vous imaginez un locataire à l'Élysée sans locataire à Matignon, c'est ça, en fond ? Non, j'imagine rien du tout. Écoutez ce que propose Charles de Courson, qui est un peu sur votre ligne. Après, on écoutera Jean-François Copé. Tout le monde est sur ma ligne aujourd'hui, sauf vous, Pierre. Pas du tout. Quand il y a une crise politique, qu'est-ce que faisait le général de Gaulle ? Un référendum. Soit un référendum, c'est une démission. Mais un référendum ne résoudra pas notre affaire. Voilà. Et lui, il a eu le courage de démissionner. Donc vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron ? Je dis, c'est au président qui est à l'origine du chaos politique. C'est bien le président de la République lorsqu'il a fait cette dissolution que même ses propres amis n'ont pas comprise. On est tous d'accord là-dessus. On est d'accord. Moi, je suis d'accord que de ce que dit Charles de Courson, de ce que vous dites, s'il y a bien un responsable du chaos politique, contrairement à ce qu'il nous dit, c'est le président de la République qui dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que la dissolution. Or, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a eu un scrutin pour les européennes que visiblement le président de la République avait du mal à accepter. Mais même avant.
puisque la première élection, ça a été l'élection législative de 2022, il perdait sa majorité. Oui, avec une création d'un objet marketing qui a très bien marché, qui s'appelait la NUPES. Et ensuite, c'est un peu effrité, mais sur le moment, ça a très bien marché. Gabriel Cluzel, le juge de paix. Non, mais Charles de Courson essaie de mettre Emmanuel Macron face à ses responsabilités. Finalement, il lui parle comme, vous savez, le roi Salomon. Il y a un enfant qui va être divisé, vous voyez, c'est la France. Et il dit, mais est-ce que vous souhaitez qu'il soit comme ça, divisé? C'est évidemment ces motions de censure qui pourraient se répéter. Ou est-ce que vous êtes prêt à le laisser à d'autres pour le laisser intact et retrouve la paix? C'est un petit peu ça. Est-ce que vous aimez assez la France pour ça? Est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il le fera pas? Bien malin qui peut le dire, parce qu'il réserve beaucoup de surprises. Personne n'avait dit qu'il pouvait dissoudre l'Assemblée. Donc après tout, on est à l'abri de rien et peut-être qu'il démissionnera, j'en sais rien. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui la situation est bloquée, mais on a un gouvernement qui joue sur les peurs. On a beaucoup accusé le Rassemblement national de jouer sur les peurs, mais lui, il joue sur les peurs. Il dit que ça va être les 10 plaies d'Égypte, l'apocalypse, si ce budget n'est pas voté. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne lâche rien. Moi, c'est une question que je me pose. C'est plus de l'ordre du politique, c'est presque de l'ordre du psychologique. Parce que Michel Barnier ne lâche rien à Marine Le Pen. Rien. C'est-à-dire qu'elle, elle a sans doute envie de dissoudre. Elle demande des mesures qui soient intégrées au budget de 2025. Elle demande un certain nombre de choses, la ME, qu'il n'y ait pas de déremboursement des médicaments. Elle propose donc de financer ça par une réforme de la ME, que ça se transforme en AMU. Elle propose que l'électricité, elle veut pas qu'il y ait une augmentation. Enfin, il y a un certain nombre de mesures comme ça qu'elle réclame. Et je me dis, il a été capable de donner quelque chose à Wauquiez, qui est allé fanfaronner à 20h en disant, j'ai récupéré ça sur les retraites. Et pourquoi ne lui donne-t-il rien, nada, que dalle? Donc c'est un peu étonnant. Écoutez, je ne l'explique pas, ou sinon par le fait qu'aujourd'hui il y a des vaches sacrées. Voilà. Et vous savez, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, il n'y a plus beaucoup de troupeaux, mais il reste des vaches sacrées. Les vaches sacrées, c'est l'AME, on n'a pas le droit d'y toucher. L'Union européenne, on n'a pas le droit d'y toucher. Enfin, il y a un certain nombre, sans doute, de dogmes de foi auxquels Michel Barnier ne se pense pas autorisé à toucher, parce que c'est lui-même qui risque de choir en refusant de faire cela. Vous savez, Marine Le Pen, elle avait dit, moi, je veux qu'on nous respecte. Et elle a sa base derrière. Il faut quand même savoir ça. Il y a 67%, je crois, des électeurs du Rassemblement national qui veulent qu'elle vote cette motion de censure. Donc, pourquoi il ne lui donne rien? Je ne comprends pas. Pourtant, je me rappelle, comme vous, que pendant les primaires de la droite, Michel Barnier avait surpris son monde en demandant un moratoire carrément sur l'immigration. C'était celui qui était le plus loin de tous les candidats de la droite. Il avait étonné tout le monde. On ne sait pas où il est passé, ce Michel Barnier là. En attendant, il a un ministre qui s'appelle Monsieur Retailleau qui travaille sur les questions de l'immigration. Non, mais Pierre, nous sommes d'accord, mais sur la question précise de Marine Le Pen, dans sa besace, elle a des demandes. Oui, voyez, non, mais j'entends. Et convenons qu'il ne lui donne rien, mais vous avez raison. Bruno Retailleau, il y a quand même quelque chose qui a été entamé. Lui est infiniment plus proche d'une Marine Le Pen que ne pouvait l'être même Gérald Darmanin. 20h44, dans un instant, on écoutera, comme promis, Jean-François Copé, qui ce soir sur BFM demande également, comme Georges, exactement, qui pousse à la démission. Mais non, mais je pense que c'est une musique qui monte et qu'on a déjà entendu il y a quelques semaines, qui s'était un petit peu et puis là, ça remonte. Il faut la dédramatiser. Et voilà, on va écouter Jean-François Copé dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Georges Fenech et Gabriel Cluzel. Quelle solution pour le pays? Peut-être la démission de Monsieur Macron, c'est ce que souhaite Jean-François Copé. On est tous, de LFI au RN, en passant par LR et les macronistes, on est tous victimes de cette dissolution qui ressemble à rien et dont on paye tous les jours le prix. Bon, il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème, qu'une seule. C'est une nouvelle élection présidentielle, il faut qu'elle soit anticipée, parce que il y a que Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu compte, mais il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, ses amis ou ceux qui l'aiment bien le lui disent. Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne peut pas tenir jusqu'un 2027. Bon, mais c'est pas possible. Il faut arrêter de se mentir. Juste parce que c'est impossible. Voilà, Georges Fenech. J'ai entendu la sagesse de Jean-François Copé. Très bien, mais moi, on n'est pas là. C'est pas une chasse à l'homme. Non, c'est pas du tout ça. C'est l'intérêt supérieur du pays qui commande aujourd'hui que le peuple se prononce véritablement, puisqu'il a à 3 reprises désavoué la politique du président de la République. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes élu, que vous avez un terme de votre mandat, que vous devez nécessairement vous maintenir jusqu'au terme de ce mandat. La politique, c'est vivant. Une société bouge.
Et à un moment, il faut considérer, mais oui. Mais il y a la raison. Il y a la raison. Il faut considérer que les choses évoluent. Et il y a des armes constitutionnelles qui permettent à un président. Arrêtez avec Écoutez-moi jusqu'au bout. Écoutez-moi jusqu'au bout. À force de m'interrompre, vous m'écoutez pas. Pardonnez-moi. À force, nous avons un président qui a tout à l'heure, Catherine Ney a dit narcissique. Elle s'est corrigée. Elle a dit en tout cas qu'il y a une très haute opinion de lui-même, qui pense qu'il a fait beaucoup de choses dans ce pays, qui défend un bilan et qui, pour lui, pour sa propre, j'allais dire son propre ego, ne s'imagine pas sortir de l'Élysée avant 2027. Et comme il est protégé constitutionnellement, c'est ça que je dis moi. Il s'imagine, il s'imagine qu'il va pouvoir rester jusqu'en 2027. C'est tout ce que je dis. Oui, mais ce que vous dites là est une réalité, cette psychologie que vous êtes en train de décrire. Mais il y a une autre réalité, c'est le pays. Mais oui, c'est la France. Mais oui, mais je suis d'accord avec vous, Georges. Et que contre la France, un homme seul, fût-il président de la République, à Dieu n'en déplaise, qu'il ne pourra pas faire continuer ses caprices, ça deviendra un caprice. Je reste à l'Élysée, mais pourquoi faire? Mais peut-être qu'on en viendra à cette situation. Peut-être qu'on aura la Guardia Civile autour du palais de l'Élysée en disant maintenant tu sors, et on aura un président qui dit écoutez, moi constitutionnellement je peux rester jusqu'en 2027, donc je reste. Tout est possible. Oui, comme vous le dites, tout est mouvant. C'est pas du roman. Exactement. Gabriel Cluzel. Je crois qu'il y a un argument qui pourrait le pousser et un argument au contraire qui pourrait ne pas le pousser à le faire. L'argument qui pourrait le pousser, c'est qu'il est jeune. Donc il est jeune, donc il pourrait très bien dire il y a une détestation qui s'est cristallisée autour de ma personne, ou une non-confiance, on va dire, une défiance, et donc je m'en vais et puis je retenterai ma chance plus tard, parce qu'il est encore jeune, il a de l'avenir. Voilà, on pourrait dire qu'il va faire autre chose. C'est ce que veut faire François Hollande. On dit qu'on n'est jamais mort en politique. Voilà. Mais ce qui peut peut-être l'empêcher, c'est une histoire personnelle. Oui, vous avez raison. C'est une histoire personnelle entre lui et Marine Le Pen. S'il démissionne, il peut sauver la tête politiquement de Marine Le Pen, puisque vous savez, on vient d'apprendre que le jugement pour les assistants parlementaires tombera le 31 mars. Donc sa chance pour être élue, peut-être son ultime chance, on ne sait pas ce que les juges vont décider, ce serait cette dissolution. C'est quand même cette démission. C'est Emmanuel Macron. On sait que c'est quand même l'ennemi de toujours. On les a vus s'affronter durant ces deux élections successives. Donc, est-ce qu'il aura envie de lui faire ce cadeau, sachant qu'elle est quand même la favorite des favorites? Rien n'est moins sûr. En attendant, la question de la censure se pose, puisque à terme, c'est ce qui arrive peut-être plus rapidement qu'une démission du président de la République. Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du PS, était là, ici, tout à l'heure. Et voilà ce qu'il disait quand on l'interrogeait sur le fait, mais que font les socialistes? Dans quel état d'esprit ils sont? Ils sont enfermés dans le mélenchonisme. Donc, à partir de là, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ne comprennent pas que voter la censure, c'est une faute pour la France et c'est une faute pour la gauche. Faute pour la France parce que on rentre dans le chaos, on rentre dans une situation économique épouvantable, on ne sait pas, c'est une thrombose parlementaire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après, et c'est une erreur pour la gauche parce que la gauche devrait laisser la droite et les macronistes gérer la situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Et n'en déplaise à Jean-Christophe Cambadélis, puisqu'on apprend à l'instant que lors de sa rencontre avec les présidents de groupe PS, le Premier ministre a confirmé l'absence de compromis. C'est ce que dit Olivier Faure sur X. Le bureau national du PS va donc voter la censure. Gabriel Cluzel. Mais le Parti socialiste, il est pieds et poings liés. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que sa survie ne dépend que du nouveau Front populaire. Il s'en détachera jamais. La question a été reposée aussi dans le cadre d'une dissolution. C'est-à-dire qu'on s'est dit, imaginons qu'il y ait une dissolution et que Cazeneuve se porte candidat. Voilà. Et il serait censuré par le RN, évidemment. Mais on pourrait imaginer qu'en cherchant des gens du centre et du PS,
il serait appuyé. Mais le PS ne peut pas se désolidariser du nouveau Front populaire. Donc il est aux ordres de LFI. Mais bien sûr, c'est eux qui lui ont sauvé. Donc Cambadélis a raison quand il dit ils sont complètement mélanchonisés. Ils sont mélanchonisés, mais ils ont eux-mêmes, et c'est cynique de dire cela, et pourtant c'est une réalité, ils l'ont voulu. Ils ont vendu leur mélanchonisation pour un plat de lentilles, c'est-à-dire leur siège, c'est tout. Donc leurs destins sont liés, et c'est une évidence. Donc tous les appels à se désolidariser, c'est des appels au suicide pour les socialistes. Ceux qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, avec à leur tête donc Olivier Faure. Mais je crois qu'il y a encore un grand parti socialiste, si je puis dire, toujours vivant. Je sais pas où il est. C'est Jean-Christophe Cambadélis. Il est là. Je sais pas s'il est très grand. Il est là, qui ont des têtes, des figures. Vous pensez à qui? À Boris Vallaud? Vous pensez à qui? Je pense au maire de Rouen, je pense à Madame Hélène Geoffroy à Lyon, je pense à Carole Delga, je pense qu'il y a beaucoup de socialistes, je pense à Bernard Cazeneuve, je pense à Manuel Valls, on ne va pas faire une énumération. Oui, non, mais c'est important. Mais c'est tous ces socialistes qui se sont désolidarisés de ce socialisme-là. Mais après. Carole Delga, elle courait devant pour le Front républicain. Après les élections. C'est facile après les élections. Oui. Non, elle c'était quand même avant aussi, elle s'était marquée. Je vous garantis que le Front républicain, elle était pour. Toujours est-il que dans l'intérêt même d'une démocratie, du fonctionnement, il faudrait que le Parti socialiste se réveille. Merci Georges Fenech, merci Gabriel Cluzel de m'avoir accompagné en cette deuxième heure. Tout de suite les enfants d'Europe 1.